Bonsoir à tous. Je suis très heureuse, Nancy Houston, de vous accueillir aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire de Blois. Je crois que vous venez pour la première fois, étonnamment, et vous êtes aujourd'hui l'invité pour cette édition. Vous êtes l'invité d'honneur de cette édition. Alors, on ne vous présente plus, vous qui êtes né au Canada, que vous quittez à l'adolescence pour les États-Unis. Le pays est alors en pleine guerre du Vietnam et finalement, vous vous installez en France dans les années 70. On connaît votre engagement féministe qui date de ces années-là. On connaît aussi vos prises de position, vos essais qui sont publiés dès 1979. Je crois qu'il y en a 17 jusqu'à aujourd'hui. On attend les autres. On connaît bien sûr vos romans. Le premier est paru en 1981, les Variations Goldberg. La musique est souvent présente d'ailleurs dans vos livres. Il y en a eu une dizaine depuis, dont L'Empreinte de l'Ange en 98, qui a rencontré un succès public très très important, et puis bien sûr Ligne de faille qui a eu le Femina en 2006. Mais vous êtes aujourd'hui à Blois pour présenter votre 15e roman, Lèvres de pierre, chez Actes Sud, qui est un roman aussi audacieux que dérangeant, et c'est ce qui fait sa force. C'est vraiment ce qui fait sa force, puisque vous établissez un parallèle entre deux personnages réels, deux personnages fictionnisés, parce que vous appelez ça un roman. Saloth Sar, qui est le vrai nom de Pol Pot, le responsable du génocide khmer, faut-il le rappeler, qui a fait 1 million de morts au Cambodge entre 1975 et 1979. Et Dorit qui est votre double de fiction. Vous nous plongez donc dans l'enfance et la jeunesse de chacun. Enfance et jeunesse empreintes de similitudes, on va le voir. On découvre ainsi un petit garçon méprisé par les siens, envoyé par son frère aîné qui est officier du Palais Royal dans une école française où il va aller d'échec en humiliation. Quand Dorit, de son côté, connaît une enfance et une entrée dans l'âge adulte assez chaotique, aussi chaotique que désordonnée. Ils se retrouvent tous les deux, pas au même moment, mais tous les deux vont faire des études à Paris. C'est vrai, Nancy Houston, pour tout vous dire, que spontanément, je ne vous aurais pas associé à Pol Pot. Ça me serait vraiment pas venu à l'esprit, et c'est de tout ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui et qu'on vienne sur cette histoire, sur ce roman qui vraiment tranche avec la production littéraire de cette rentrée. En tout cas, moi, je n'en ai pas lu des comme ça. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est comment, enfant, vous avez été sensibilisé à la marche du monde, parce que vous y êtes extrêmement... oui, vous y êtes extrêmement sensible. Et d'où ça vient, ça? Yasmine, si vous permettez, je vais juste commencer par dire une ou deux phrases d'ordre général avant de répondre à la question particulière. D'abord, c'est moi qui suis honorée d'être invitée à Blois. Tout l'honneur est pour moi, aux rencontres de l'histoire. Et dans ce lieu incroyable que j'ai visité il y a 44 ans, lors de ma première année à Paris, qui devait être la seule, parce que je suis venue dans une sorte de programme Erasmus. Dire aussi, peut-être pour commencer, que je suis toujours très émue par un trait des Français qui me paraît positif, alors que d'autres peuvent me déranger un peu plus, mais c'est leur incroyable curiosité et leur désir d'apprendre, qu'il y ait des publics comme ça réunis plusieurs fois par jour, qu'ils circulent dans la ville, qu'ils aillent à la rencontre de ci et ça, et ce n'est qu'une manifestation culturelle parmi d'autres, et année après année, les gens lisent, ils se renseignent, ils vont dans les endroits où ils peuvent se cultiver.
pour vous mettre en appétit, pour nous amener un petit peu vers ce livre, l'œuvre de Pierre, je vous dirais juste cette chose très simple, que nous tous ici, aujourd'hui, nous aurions été en 75 à Phnom Penh, nous serions morts. Pas seulement parce que nous portons des lunettes, encore que ça c'était un indice sûr qu'on méritait la mort, mais parce que nous sommes ici dans un haut lieu du savoir et de l'histoire des monarques. Alors ça, ce sont deux choses qui que Pol Pot avait été amené à haïr et à détester, à vouloir éliminer totalement. Nous sommes dans ce colloque, sur ces journées sur la puissance de l'image, et avec Yasmine, on a parlé l'autre jour de certaines images. C'est une des révolutions les moins basées sur l'image de toutes. Ça me frappe beaucoup. Il y a zéro propagande, il y a zéro photo, même l'image de Pol Pot lui-même ne sort que vers la fin de cette période. C'est une forme de nuit de l'esprit, alors qu'ici, nous sommes dans une tentative de lumière. Donc, je voulais juste dire à quel point je suis reconnaissante à la France pour cette chose tellement, tellement profonde et importante. Voilà. Ensuite, petite fille, qu'est-ce que c'était? Ah oui, comment est-ce que je deviens consciente du monde? Mon papa, en un mot, c'est un fils de pasteur et il a une conscience politique, sociale très développée. C'est un chrétien dans le meilleur sens du terme, pas du tout quelqu'un d'hypocrite ou qui enseigne qu'il faut être gentil pour aller au paradis après la mort, mais vraiment un chrétien avec un esprit généreux qui était scandalisé par les inégalités, par le racisme, par l'injustice. Et donc, il nous a tous les enfants, il en a fait 6, sensibilisés à ces problèmes très tôt. Et donc, nous avons su, en entrant aux États-Unis en 68, drôle d'année pour un déménagement, qu'on entrait dans un pays en guerre. D'accord. Et quelle réalité avait le Cambodge dans cette adolescence-là, cette adolescence américaine? Alors, ce qu'il faut dire de cette adolescence, c'est qu'elle a quitté cette politisation d'origine assez rapidement, parce que justement mon père nous a amenés dans une école un peu étrange, une école Steiner, mais une sorte de brebis noire des écoles Steiner du monde, pas totalement orthodoxe, mais où la politique était exclue. Et donc, autant en arrivant, on sentait qu'on était dans un pays en guerre, autant pendant les 2 années qui ont suivi, on était dans des préoccupations sur la littérature, la science, etc. Et on décourageait, je crois que les télés étaient interdites autour de l'école et tout. Et puis, je me suis de plus en plus dépolitisée, en fait. Donc, le Cambodge n'occupait aucune place. Ça m'énervait d'entendre tellement parler du Vietnam. Je ne me sentais pas concernée par le Vietnam en tant que Canadienne. Il y avait beaucoup de jeunes Américains qui partaient au Canada pour éviter la conscription, des choses comme ça. D'accord. Et alors, quand est-ce que le pays vous rattrape? Quand est-ce que vous commencez à vous sentir concernée par ce pays-là en particulier? Pour résumer, la période que je décris, la période de la vie de Dorit que je décris dans ce livre, l'œuvre de Pierre, c'est 10 ans de sa vie, de ma vie. Je dis ça sans aucune coquetterie, c'est quelqu'un, ça me permet de la voir de loin, et puis je ne parle que de certains aspects de sa vie, la formation érotique et politique de ces 2 personnages. Dorit passera 5 ans dans un pays qui est en fait en train de bombarder le Cambodge de façon hallucinante et secrète, aussi hallucinante que secrète. C'est-à-dire que non seulement moi je n'étais pas au courant, non seulement les étudiants les plus politisés n'étaient pas au courant, mais les membres du Congrès n'étaient pas au courant, les journalistes du New York Times n'étaient pas au courant. C'était un secret absolu,
Mais c'était des bombardements énormes, c'est-à-dire progressivement de plus en plus pendant ces années-là. Ils ont commencé de façon très localisée près de l'endroit où les Viet Cong traversaient la frontière et se cachaient. C'était ça le but de l'opération. Et comme ça a eu l'effet contraire à celui escompté, en fait, les Viet Cong se sont disséminés de plus en plus dans le pays. Donc, on a accéléré et augmenté les tonnages de bombes. Et pour finir, les États-Unis ont lancé sur ce petit pays avec lequel ils n'étaient pas en guerre plus de bombes que sur toute l'Europe pendant toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça veut dire qu'ils ont détruit l'économie, en fait. Et moi, là où j'ai appris un peu ça, c'est en arrivant en France en 1973, où, c'est ça que je raconte aussi la deuxième partie de l'histoire de Dorit, je suis devenue marxiste, léniniste, maoïste, trotskiste, etc., 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 comme tout le monde, tous les intellectuels français qui se respectaient. Et donc, j'ai appris à ce moment-là que le Cambodge luttait contre l'ennemi impérialiste américain, contre même les laquais de l'impérialisme américain. Enfin, j'ai appris à parler le jargon, quoi. Et donc, je me suis dit, avec les autres, que Pol Pot, ça devait être bien, puisqu'il était bombardé par les États-Unis. Donc, tout ce qui était communiste était bien. Donc, voilà, j'ai défilé dans les rues de Paris, sur les grands boulevards, pour soutenir le régime de Pol Pot. Donc, quand vous dites établir un parallèle entre ces deux vies, bien sûr, une comparaison, ce n'est pas seulement pour relever des points communs. C'est vrai qu'il y a quelques points de croisement, de coïncidence assez étonnants entre cet homme et moi-même, mais aussi pour relever, bien sûr, les différences. Et c'est beaucoup ça aussi, c'est explorer l'abîme entre mon monde à moi, notre monde à nous, privilégié, individualiste, où on a le loisir de venir écouter les gens parler de livres, etc. Et son monde à lui qui est totalement dévasté sur le plan économique et culturel. Et donc on ne va pas s'étonner de voir surgir des monstres dans un contexte comme ça. Mais finalement, de ce que vous dites, c'est un pays dont la situation dramatique a toujours été cachée, puisque les Américains, personne ne savait ce qui se passait, et en même temps, le génocide a été aussi, enfin toute la période de Pol Pot n'est absolument pas documentée visuellement. Donc là, on est dans l'absence. On n'est pas dans on est dans la puissance de l'absence des images. Là, il y a eu un blackout, effectivement. Il faut dire aussi que les révolutionnaires français que j'ai fréquentés, peut-être y en avait-il d'autres qui étaient un peu plus sérieux, mais les miens ils aimaient beaucoup traîner dans les bars jusqu'à pas d'heure. Ils aimaient beaucoup leurs vacances sur la Côte d'Azur. Ils étaient révolutionnaires quand ça les arrangeait, et puis ils réintégraient leur plan de carrière. Voilà. Et ceux-là, en gros, je dirais qu'ils étaient vraiment coupables d'une sorte de confusion bien pensante, de dire, bon, l'Indochine, quoi. Oui. Il y avait l'Indochine, et donc ils ne savaient probablement pas que le Vietnam et le Cambodge étaient des ennemis jurés depuis des siècles et des siècles, que le Cambodge se faisait régulièrement envahir par le Vietnam et qu'ils se détestaient cordialement. Donc, en fait, on va y venir, mais lorsque le Vietnam du Nord va envahir le Cambodge au mois de janvier 1979, moi, je n'y comprenais rien, parce que je me suis dit, attends, mais ils sont communistes, tout ça, c'est les communistes qui envahissent les communistes, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, voilà, donc on est coupable, quelque part, on est toujours dans l'ignorance. C'est ça aussi, j'essaie d'explorer ces vastes territoires de notre bêtise. Oui, c'est ce que vous dites, c'est un livre sur ma propre bêtise, on va y revenir, mais avant, je voudrais revenir sur votre première expérience au Cambodge. Vous y allez à la fin des années 2000, hein, c'est ça. Et vous butez sur une question,
Je voulais savoir si vous avez trouvé la réponse. Comment un peuple aussi calme, écrivez-vous, comment un peuple aussi calme et souriant, écrivez-vous, a-t-il pu perpétrer le pire génocide de l'histoire humaine? C'est l'une des premières choses qui vous frappe quand vous arrivez là-bas. En fait, ça, c'est une question qu'a posée l'homme qui était mon mari à l'époque et avec qui je voyageais. Et pour ma part, il m'a semblé reconnaître dans ce sourire quelque chose de mon propre sourire, oui, qui peut être très insincère, qui peut être un masque, en fait. Et plus on voyageait, plus je retrouvais ce même sourire sur les statues du Bouddha, sur les différents temples, façades des temples de l'époque de Angkor, parce qu'on en a visité beaucoup, sur les visages des apsaras aussi, qui sont les prostituées, les membres du harem royal depuis des siècles et des siècles. Les apsaras ont un sourire obligatoire aussi. Et puis sur le visage de Pol Pot lui-même, c'était le dictateur le plus souriant peut-être de l'histoire. On n'a pas de photo des dictateurs préhistoriques, mais enfin pré-20e siècle, mais je pense que c'était probablement le dictateur le plus souriant. Et donc je me suis mise à me méfier de ce sourire-là, à me dire que c'était quelque chose qui n'était pas pour entrer en communication, mais au contraire pour arrêter la communication. Et c'était peut-être le premier petit frémissement quand j'ai cherché avec qui au Cambodge je pourrais me projeter pour essayer de comprendre mon rapport à cette histoire-là. Et j'ai très vite compris que ce serait difficile de trouver quelqu'un parce que les gens sont tellement radicalement différents de moi que ce serait peut-être que Malraux l'a fait si vous êtes d'accord, mais peut-être seulement. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup de mal à imaginer ce que c'est d'être dans un esprit qui a été entièrement formé par des épopées indiennes, des contes terrifiants, des contes, légendes gore, et puis les racontards du village qui restent donc dans l'analphabétisme pour une immense majorité à cette époque de la population. Donc en fait, je me suis trouvée face à un mur, j'ai pris un mur en essayant d'écrire ce livre, c'était de dire que Terence, la fameuse phrase de Terence, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, j'en ai éprouvé la fausseté de cette phrase. Je trouvais qu'il y avait en fait beaucoup de choses qui sont humaines et qui me sont étrangères. Et que ce serait totalement ridicule et prétentieux et faux aussi pour moi de prétendre me glisser dans la peau d'une jeune femme cambodgienne typique de ces années-là et essayer de raconter son histoire, l'épouvantable histoire de sa famille qui a été persécutée et assassinée. Donc, tout d'un coup, en reconnaissant ce sourire et en repensant à ça, en retrouvant ces passages dans mon journal de voyage de l'époque, je me suis dit que peut-être Pol Pot. C'est vrai que c'est une idée un peu énorme, mais plus je lisais à son sujet, et j'ai lu sur beaucoup d'autres personnages historiques aussi, plus je lisais sur Pol Pot, plus je me suis dit, en fait, oui, parce qu'il y a ces ressemblances fondamentales dans l'enfance que sont l'insécurité, les déménagements fréquents, changement de langue et de cadre culturel, changement de pays, insécurité, donc il va lui, et puis abus sexuels aussi. Et ça, c'était un moment très fort quand j'ai lu dans la biographie de Philip Short que Salotsar, à 15 ans, avait été, pendant des mois, le jouet sexuel justement des princesses du harem royal. Si on veut savoir d'où vient sa colère contre la monarchie, ça peut être peut-être lié à ça. Parce que le roi Monovong était
un vieillard, apparemment, je dis apparemment parce qu'il était plus jeune que moi maintenant, mais apparemment fatigué, et donc il ne leur rendait pas justice. Elles s'ennuyaient, et donc elles ont joué avec ce jeune garçon qui était le frère et le cousin de deux d'entre elles. Voilà, donc abus sexuels, etc. Et à partir du moment où j'ai eu cette idée, j'ai eu très peur aussi. Oui. C'est pas une chose que j'ai entrepris de gaieté de cœur. Mais comment vit-on en fait de fréquenter pendant plusieurs mois, enfin je ne sais pas combien de temps vous a pris l'écriture de ce livre, mais entre la documentation, les lectures, l'écriture, comment est-ce qu'on ressort indemne d'avoir fréquenté Pol Pot aussi longtemps, presque, enfin au quotidien, et de l'avoir en tête tout le temps? Comment vous avez vécu cette vie commune presque pendant des mois? Ça c'est une très belle question. Mais le but de l'écriture n'est pas d'en sortir indemne, oui, déjà. C'est sûr. Et on a l'habitude de baver, mais je dois dire que ce livre m'a fait... C'est Pol Pot quand même. Mais sincèrement, j'en ai plus bavé pour Dorit que pour Pol Pot. Ah oui. Parce que je suis bardée de défense aussi. C'est ça, avoir ce sourire-là. Ça veut dire qu'on a une peau épaisse, ça veut dire qu'on a appris à se protéger très jeune. Donc, j'ai lu déjà beaucoup d'horreur sur plein d'autres sujets. Et d'essayer de comprendre quelqu'un qui devient un monstre, à la limite, ça a quelque chose de rassurant. On se dit, bon, je commence où ? Je commence à 9 ans. On est d'accord qu'un gamin de 9 ans, il ne peut pas être un monstre. Donc, comment il a dû vivre le départ de son village, le transfert à Phnom Penh, la capitale, et l'installation au monastère. Et en fait, on a des traces des preuves qui montrent qu'il a adoré cette année au monastère, qu'il a été heureux au monastère. C'est hyper important. Il a eu une nostalgie pour cette année-là toute sa vie. Il en a souvent grossi la période. Il a souvent dit qu'il avait passé plusieurs années. C'était une seule. Mais pourquoi ? Donc pourquoi ? Alors, si je suis une bonne romancière, je vais me dire, qu'est-ce qu'il y a au monastère qui peut être vraiment important ? Eh bien, on est rassuré. On vous donne une structure ferme, solide, des règles, des choses à répéter. Vous n'avez qu'à obéir, vous n'avez qu'à vous soumettre. Et contrairement à ce qu'on croit, les gens aiment beaucoup obéir et se soumettre, beaucoup plus qu'on ne le dit en France, parce qu'on adore l'idée de la liberté, mais... moi aussi, j'ai eu une période ou des périodes comme ça dans ma vie où ça ne m'a fait que du bien de savoir ce que je devais faire à chaque heure du jour et de la nuit. Et donc, il a trouvé ça. Et où est-ce qu'il va le retrouver ? Je vous le donne en 1000. Dans le Parti communiste français. 30 ans plus tard, oui, 20 ans plus tard, parce que et il a beaucoup de chemins difficiles à parcourir, un cursus scolaire épouvantable, beaucoup de redoublements, beaucoup d'humiliations, l'école française, toutes les écoles d'élite où sa famille veut l'envoyer, un peu ENA, quoi, l'équivalent, pour qu'il soit un grand homme politique dans la lignée de sa famille et tout. Et ben non, c'est pas un bon élève, il est vraiment... Médiocre même. Hein. Oui, médiocre, mais tout le monde n'est pas fait pour être bon élève, n'est-ce pas ? Il est doué pour des choses manuelles. En fait, si on l'avait laissé choisir l'ébénisterie, peut-être qu'on aurait eu une autre histoire du Cambodge, mais on le poussait. Et finalement, en désespoir de cause, on a entendu parler de cette bourse pour une année à Paris, comme mon Erasmus à moi. C'est Sihanouk lui-même, jeune nouveau chef d'État qui avait juste 2-3 ans de plus que lui, qui a remis la bourse en main propre à Salotsar, et donc il est venu. Et on a une image, nous connaissons tous la formation intellectuelle des leaders indochinois, comme on disait, de cette époque, Ho Chi Minh et autres, et plein de Cambodgiens,
il y a toute une bande qu'il va rencontrer et qui forme le cercle marxiste cambodgien de Paris, mais lui, il n'est pas dans cette catégorie du tout. Il ne va pas à la Sorbonne, il ne va pas à HEC, il va à l'école violée de radioélectricité, voilà. C'est-à-dire, et même là, il rate tous ses examens. Il va rater ses années, on va lui enlever la bourse, il va rentrer vraiment humilié. Donc, où est-ce qu'il n'est pas humilié? Dans sa cellule du 15e arrondissement du PCF, parce que, au contraire, être un manuel, avoir des liens à la paysannerie, ce qui est son cas, le seul diplôme qu'il a, c'est en menuiserie après toutes ces années. Donc, ça, c'est bien aussi. Pour le PCF, ça donne une sorte de caution, exactement. Et donc, il est très, très bien traité. Il est très respecté là. Et il assiste aux réunions d'autocritique où les gens sont accusés d'avoir fait telle ou telle chose, d'avoir transgressé la ligne officielle du parti. Et il voit comment ça fonctionne. Et c'est très excitant, quelque part, de sentir que tout le sort de quelqu'un est dans la balance et qu'on va voter et il sera exclu, ce qui a été une mort politique en France. Les Khmers rouges vont fonctionner exactement de la même façon, avec des réunions quotidiennes d'autocritique. Et l'exclusion, c'est la mort, pas du tout politique. D'accord. Alors, vous venez de brosser à grands traits son enfance, son adolescence. Votre livre est un roman, il y a bien écrit roman. Vous me le disiez vous-même, vous avez eu des intuitions très très fortes, notamment concernant son homosexualité. Comment donne-t-on corps à des intuitions? Est-ce que cette relation qu'il a avec un professeur à l'école française, comment est-ce que vous donnez corps à Alors, comme je l'indique dans la préface, cet épisode-là est le seul que j'ai inventé de toute pièce, donc je n'en sais rien. Je me dis que... Mais vous l'avez senti? Disons, déjà, vu tout ce que nous savons sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Église catholique et puis les écoles catholiques, voilà, partout où il y a une loi de célibat, on peut imaginer qu'il va y avoir des gestes déplacés quand il y a des situations de pouvoir. C'est juste impossible que ça n'ait pas été fréquent, je dirais. Donc, c'est déjà vraisemblable. Ensuite, la question, c'est est-ce que c'est vraisemblable qu'il y ait eu un sentiment amoureux en retour? Et je suppose que oui, mais peut-être que absolument pas, bien sûr. Je voulais lui donner un peu de bonheur quelque part. Je lisais l'enfant, peut-être l'histoire d'un enfant et d'un adolescent et d'un jeune homme tellement épouvantablement malheureuse que peut-être j'avais besoin aussi d'imaginer quelque chose qui les construit positivement, entre guillemets. Et ce professeur, j'ai imaginé aussi, ça ne veut pas dire qu'il était profondément homosexuel comme on peut naître homosexuel, mais ça veut dire que comme beaucoup d'hommes et de femmes, il a fait quelques expériences avec des membres de son propre sexe. Plus tard aussi, quand on est dans le maquis, comme dans n'importe quel corps militaire, on est avec des hommes du matin au soir, à la période de la vie où le testostérone est au plus haut. Donc vous m'excuserez, mais je pense que c'est vraiment une chose banalissime que les hommes fassent l'amour dans ces situations-là. Vous me confirmerez ou pas, messieurs, comme vous voulez. Et donc, je n'ai pas besoin de supposer une homosexualité particulière, mais j'avais envie d'imaginer ce jeune prêtre, professeur, qui lui parle de la France et qui essaie de l'amener vers les valeurs françaises, qui essaie de le secouer de sa torpeur, de sa passivité, qui a quelque chose peut-être de cambodgien aussi, dans cette passivité qui peut exister dans le bouddhisme, de dire... Voilà, que ce qui vient, c'est ce qui doit venir et que je ne réagis pas avec émotion. L'émotion, c'est l'attachement, il faut se détacher. Et donc, ce jeune prof que j'aime beaucoup, le personnage,
il s'est matérialisé comme un personnage de fiction. Le fait devient très réel pour la personne qui écrit. Et entre autres, il s'est rendu compte que Salazar n'avait rien retenu de ses cours sur la Révolution française. Donc, il va lui réapprendre la Révolution française. Et donc, moi aussi, parce que je savais pertinemment que le livre de chevet, ça c'est la vérité, de Salazar ici à Paris, c'était Kropotkin, Histoire de la Grande Révolution. Donc, je me suis dit, peut-être cette fascination a commencé dès l'école Mich, et qu'est-ce qui a pu le fasciner là-dedans? C'est justement l'idée qu'on va détruire tout ça. On va détruire tout ça, on va couper les têtes des rois, des princesses, des courtisanes, tous ces parasites puants. N'oublions pas que cette révolution que nous fêtons chaque 14 juillet, je dis nous parce que je suis française depuis 81, ayant épousé un Bulgare, ça aboutit à la décapitation de 40 000 personnes. 40 000 personnes. Donc peut-être que c'est quelque chose de ça aussi qui a pu le fasciner. D'accord. Alors vous, toujours dans votre approche du personnage et dans cette double histoire entre Pol Pot et Dorit, pour ce qui est de l'écriture, vous le tutoyez. Par contre, vous vous inventez, enfin, pour parler de vous, vous prenez un double de fiction. Comment vous expliquez ça, ce besoin de le tutoyer? Enfin, vous l'avez senti tout de suite que vous le tutoierez? En fait, non. C'est drôle parce que je dois préciser que ce livre est dédié, c'est la première fois que je fais ça, mais je le fais de tout cœur, à mes éditeurs, Eva Chanet en France et Pierre Filion au Québec, parce que chacun a dû lire une dizaine de versions. J'alternais pour ne pas les épuiser, mais j'étais très très peu sûre de moi, et justement la personne était une des choses qui changeait. Et donc au départ, en fait, c'était l'inverse. Pol Pot, c'était à la troisième personne, et Dorit, c'était à la deuxième personne, comme dans Bad Girl. Ici, le chapitre Dorit s'appelle Mad Girl, donc à la fois la colère et la folie, il y a vraiment les deux. Et puis la partie Salazar s'appelle Homme Nuit. Et puis au bout d'un moment, j'avais vraiment besoin, pour me rapprocher plus de Pol Pot, de Salazar. Je dis vraiment Salazar parce qu'il ne s'appelait pas encore Pol Pot dans la période dont je parle. J'ai tout changé, j'ai mis à la deuxième personne. À mes éditeurs, j'ai envoyé cette version-là. Si c'était 2-2 au lieu de 3-2. Ah oui, ça fonctionne, tu as raison. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, non, il faut que Dorit soit la troisième personne, il faut que j'ai plus de distance par rapport à elle pour pouvoir vraiment ne pas coïncider avec elle, pour la voir plus clairement. Donc, je refais, ça prend des heures, ça prend des jours de tranche. Il n'y a pas encore de logiciel pour changer la personne. Donc, je rechange des milliers de trucs dans le manuscrit et je leur envoie. Est-ce que ça marche comme ça, 2, 3 Ah oui, ça marche comme ça. Et c'est comme ça que c'est... Et c'est comme ça, finalement. Et est-ce que vous pourriez nous parler de la complexité de ce personnage qui est à la fois ultra sensible? Vous dites qu'il pleure au théâtre, il fait rire ses camarades à l'école, il encaisse l'humiliation et ensuite il détruit. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il pourra détruire? Maintenant, je n'ai pas, bien sûr, la prétention d'avoir compris le personnage complètement. Mais effectivement, je crois que le portrait que je dessine à petits traits comme ça est convaincant. Et c'est très... Il y a les humiliations, il y a ce qu'il fait pour parer à l'humiliation, mais il y a aussi ce qui se passe dans la grande histoire. Et c'est très important. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'épouvantable s'il y a une certaine dignité que vous pouvez tirer de la vie que vous construisez pour vous-même et pour votre famille. Et
lui, c'est vraiment une chose après l'autre, après l'autre, après l'autre. C'est quand il revient, en fait, de Paris, après ces années d'indoctrination communiste, et il retrouve, le pays est vraiment à un moment charnière, et il retourne dans son village natal. Ça, c'est une scène réelle aussi. Pour la première fois depuis l'enfance, depuis son départ pour le monastère. Et en fait, il trouve son oncle qui en train, avec un cyclopousse, qui lui propose de le conduire, qui ne le reconnaît pas. Et c'est son oncle. Et ça avait été une famille très riche, de paysans riches. Et il se rend compte de la dévastation de l'économie. Donc il y a un moment, il faut vraiment qu'il lutte de toute sa vie, de toutes ses forces pour la libération du Cambodge. Il décide à ce moment-là qu'il va se battre jusqu'au bout. Donc c'est aussi, vous comprenez bien, un livre sur n'importe quelle guerre de révolution. Ça peut être sur Daesh, ça peut être sur les gens qui partent pour Castro dans les années 50, sur les bolcheviks, avec quelqu'un, un leader charismatique. Et ensuite, il y a une histoire de femme, parce qu'il était amoureux. Il est parti à Paris en laissant une femme qui l'attendait pour voir s'il allait revenir et devenir ministre et tout. Une femme un peu de la haute comme ça, mais super belle. Et c'était au moins quelque chose qui lui permettait de crâner. On a quand même besoin de crâner quand on est un jeune homme. Vous êtes d'accord, messieurs? On a besoin de plaire. On a besoin de trouver avec quoi plaire. Et donc, cette femme, elle l'a attendu. Mais maintenant, il faut qu'il passe les examens qui montrent qu'il va entrer dans le gouvernement, qu'il va être ministre et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des élections et les gens qui sont du côté des démocrates sont totalement écrasés par Sihanouk et les gens qui le soutiennent. Et il envoie une sorte d'homme de main mettre fin aux réunions, perturber, assassiner en 12, kidnapper et tout. Et donc, Pol Pot assiste à ça. Et la communauté internationale appelle ça des élections démocratiques. Là aussi, on peut voir beaucoup d'autres exemples pas loin de nous, où la communauté... Mais bon, c'est eux qui ont choisi, d'accord. Et finalement, sa copine, Mali, épouse l'homme de main, Samsari. Et ça, c'est un peu la dernière goutte. Là, il décide d'aller underground définitivement. Il va se marier, sa femme va être malade et elle va pas pouvoir avoir d'enfants. Et donc là, c'est comme, ok, c'est terminé. Et là, c'est là, en tout cas, dans mon esprit, j'ai pas eu de mal à comprendre ça, qu'ils deviennent homme-nuit à partir de ce moment-là. Il n'a plus rien à perdre. Il n'aura pas la femme qu'il a aimée, il n'aura pas d'enfant, il n'a qu'à se transformer entièrement en la cause qu'il défend, et c'est ce qu'il va faire. Il n'a même pas besoin de faire du culte de la personnalité, c'est le contraire de ça. Il va se cacher, y compris à lui-même. C'est comme s'il ne voulait pas avoir une existence. Mais alors comment, pour quelqu'un qui se cache de lui-même, comment expliquer que les gens le suivent? Alors les gens le suivent, il y a cette raison énorme. On ne peut pas entrer dans toute la complexité, je ne peux même pas prétendre maîtriser la complexité de la politique cambodgienne de cette époque, mais en tout cas, on peut dire qu'ils sont ils ont le dos au mur. Il y a la destruction de la campagne, les animaux de trait sont morts, il y a eu des réfugiés par millions qui sont venus à Phnom Penh. Phnom Penh, c'est le chaos. Et donc, en fait, c'est vraiment dire que c'est un coup de pied dans la fourmilière, c'est peu dire. Mais la première décision que prennent les Khmers rouges en prenant le pouvoir le 17 avril 1975, c'est de vider Phnom Penh. Et peut-être que vous vous souvenez, ceux qui ont un peu les cheveux blancs comme moi, on l'a appris plus tard que Phnom Penh était devenue une ville fantôme. Mais il faut imaginer Paris, parce que Paris, c'est aussi 3 millions de personnes intramuros, et c'était ça. Sauf que
une quantité gigantesque, une proportion importante de cette population était des paysans réfugiés et des victimes de la guerre civile qui venait d'avoir lieu aussi depuis 5 ans, autour de après cette élection abominable que j'ai évoquée. Et donc, vous imaginez les blessés, les mutilés, les vieux, les malades qui partent avec les civières, avec les gouttes à gouttes, encore les infirmières qui courent après avec la goutte, mais par milliers. Les enfants, les animaux, le chaos que c'est, vider une ville de 3 millions de personnes en une semaine, 40 000 morts cette première semaine. Ouais. Ce qui est énorme. Avant je voudrais qu'on parle de Dorit, mais avant, je voulais savoir dans quel sens finalement, ou si c'est le cas déjà, si le fait d'avoir exploré sa trajectoire a éclairé la vôtre. Oui, pour ce qui est de la séduction des pensées extrêmes. D'accord. Oui. Je pense que ça fait du bien. Il y a quelque chose de... Même dans le fait de lire des romans, mais encore plus dans le fait de les écrire, il y a quelque chose de très guérisseur dans le fait de se projeter profondément dans la tête de quelqu'un d'autre, y compris quelqu'un qu'on n'aime pas. On n'a pas besoin d'aimer forcément ces personnages. Oui. D'accord. Alors, on va parler de votre arrivée en France et de cette intelligentsia française que vous fréquentez dans les années 70. Qu'est-ce qui la caractérisait? Mais je crois que l'intelligentsia française, je ne connais pas beaucoup d'autres intelligentsia, il faut dire. Mais donc je connais assez bien celle-ci depuis 45 ans et je dirais qu'elle est péremptoire. Quelle que soit l'idéologie du moment, la tendance est d'être très très sûr de soi et d'aimer donner des leçons sur un ton lapidaire et sans réplique. Vous êtes d'accord? Donc, on refaisait le monde à longueur de soirée dans le Normal Bar, à côté de l'école normale de la rue d'Ulm, ou dans des bistrots ici et là. Et les filles, en gros, restaient quoi, mais essayaient d'être jolies et d'avoir l'air intelligentes quand même. Et les garçons parlaient très fort et fumaient sans arrêt, et descendaient pas mal d'alcool et refaisaient. Voilà, donc il y avait... C'est un peu ça, des souvenirs de cette époque. Ouais. D'accord. Quel regard vous portez sur Dorit, sur cette jeune fille qui arrive en France à ce moment-là? Il devait vous sembler exotique quand même, tous ces gens. Quel regard vous portez? Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai été... Oui, c'est comme Pol Pot quand il arrive au monastère, en fait. Ouais. Je suis arrivée à 20 ans vieille, en fait. Et ça m'a rajeunie de croire en quelque chose, de rencontrer des gens qui avaient embrassé une cause. Je me sentais très, très, très paumée, très déstructurée. Et je pense que ça m'a épatée. Je comprenais à peu près le français, mais j'avais jamais vu des gens parler aussi vite et avec autant de conviction et avec autant de, je sais pas, de charme aussi, parce que je trouvais ça très charmant. Et donc je suis tombée tout de suite amoureuse, enfin d'abord du pays, de Paris, ensuite de cette excitation autour de l'école normale. J'ai immédiatement été adoptée par une bande de ce quartier-là. J'ai pas mal délaissé mes camarades américains et j'ai été dans un monde francophone total. Et comme je l'ai écrit ailleurs et comme sûrement beaucoup d'entre vous avez fait l'expérience, le fait de fonctionner, et vous aussi Yasmine, je pense, dans une langue étrangère, peut être très euphorisant. Donc j'étais euphorique.
c'est maintenant, bien sûr, que je peux voir les trous dans le tissu, mais à l'époque, ça me paraissait vachement solide. Et je me souviens que lorsque Bernard-Henri Lévy a publié la barbarie à visage humain, c'était quoi, en 75 par là, oui, 16 même, les amis de ma bande, je ne vais pas les nommer, mais vous connaîtriez certains de leurs noms, ils disaient, voilà, il brûle ses idoles, c'est scandaleux, il trahit les idéaux de la Révolution. C'est quand même une époque, il faut pas oublier, c'est important de voir le chemin qu'on a parcouru. Oui. Et vous parlez aujourd'hui vous dites, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous dites c'est un livre sur votre propre bêtise, mais comment vous la regardez, cette bêtise, aujourd'hui? Est-ce que vous la regardez avec tendresse, en vous disant, bah oui, c'était l'époque? Est-ce que vous la regardez avec colère, en disant comment on a été aussi aveuglé? Comment est-ce que quel regard vous portez? Eh bien, il y a de tout ça. Oui. Il y a de tout ça, à la fois colère, tendresse, et puis j'avoue être de plus en plus persuadée qu'on ne quitte pas vraiment la bêtise. Je suis encore en train de réviser des idées qui m'étaient chères il y a 3-4 ans. Par exemple, mais juste entre parenthèses, mais j'ai été totalement victime de la campagne de ridiculisation du mouvement écologiste dans les dernières années du XXe siècle, de dire c'est tout ça, c'est encore les hippies, retour à la nature, etc. On a des choses plus importantes à faire et tout. Et je m'en veux beaucoup d'avoir fait partie aussi de cette mode qui était de dire les doux, les verts, etc. Bon, mais faisons de la politique sérieuse quand même, etc. Et maintenant, je trouve que j'ai été très bête et il n'y a pas si longtemps que ça, et je le suis probablement encore. On verra, on reparlera peut-être dans quelques années. Mais les animaux, je trouve qu'on insulte toujours les animaux. On les charge de tous nos travers à nous, notamment balance ton porc. Ce n'est pas des travers de porc, comme j'aime le dire. C'est des travers d'humains. Les porcs ne sont pas des porcs pour les truies. Et de même, dire qu'on est bête, c'est déjà pas sympa pour les animaux, parce que je ne pense pas que les animaux soient du tout dans la bêtise. Je ne pense pas qu'ils soient susceptibles de bêtise. Il n'y a que nous. Et que nous qui soyons susceptibles aussi de monstruosité. Et comment avez-vous réagi quand vous avez, je reviens au Cambodge, quand vous avez saisi l'ampleur du génocide qui avait été perpétré par cet homme que cette intelligentsia française encensait? Il y a un passage qui, pour moi, me fait pleurer chaque fois que je le relis dans le livre. C'est une lettre de mon père, à mi-chemin de l'horreur Khmer Rouge, donc en 77, je crois. Et il vient de lire un reportage sur ce qui se passe au Cambodge et il me demande si j'ai d'autres informations parce qu'il est, lui, épouvanté. Et il raconte Phnom Penh, ville fantôme, il raconte l'extermination de l'intelligentsia, etc. Et le fait que tous les citadins doivent travailler, planter le riz. Et moi, je réponds, je suis contente de publier une lettre d'une aussi insigne bêtise. Pour dire oui, bien sûr, les gens qui soutenaient ça, maintenant ils sont en train de revenir et de dire ben, peut-être que c'était pas bien et tout. Mais il faut continuer à faire la révolution. Et c'est terrible. Mais lorsque j'ai vraiment réalisé ce qui s'est passé, lorsque j'ai lu des reportages un peu plus tard, donc je dirais l'été 79, juste après la chute du régime de Pol Pot, et ensuite avec le film The Killing Fields, qui s'appelle en français, j'ai oublié,
C'est un titre assez différent. Ouais. Là, j'ai été malade. Oui. J'ai été... Oui, c'est... Mais je pense comme... J'ai un exemple qui est très important dans ma vie, c'est l'Allemagne. C'est des gens qui avaient pu collaborer avec les nazis en pensant que c'était une bonne chose. Vous voyez, parce que je sais qu'on est censé croire qu'ils savaient. Certes, ils pouvaient savoir, et on va dire la même chose pour nous, on pouvait savoir. Nous sommes tous des Mitläufer. On appelle les Allemands collabos, comme ça, ceux qui étaient des compagnons de route des nazis, des Mitläufer. Et il se trouve que j'ai été élevée par une Allemande. Votre belle-mère. Qui est ma belle-mère, qui était petite fille pendant la guerre, donc on va dire elle n'est pas coupable. Mais son père, qui était instite, avait été obligé d'adhérer au parti nazi, sinon il perdait son emploi. Et ensuite, je sais qu'il y a eu des histoires de nettoyage. Après, il a dû passer devant les tribunaux d'épuration et tout. Et je sais que ça, c'était quelque chose de terriblement douloureux, où les gens pouvaient dire, mais je pensais que c'était quelque chose de fantastique, je pensais que c'était formidable, je pensais que... Voilà. Et donc je sais toujours que les questions politiques et morales sont beaucoup plus douloureuses et complexes que dans nos jugements 10, 15, 20 ans plus tard. D'accord. Avant de passer la parole au public, je voulais vous poser une question sur ce qui s'est passé l'an dernier avec l'affaire Weinstein et MeToo. Parce qu'il est aussi, vous racontez les années où Dorit arrive à Paris, c'est cette parenthèse enchantée, c'est-à-dire la contraception existe, on n'est pas encore dans les années SIDA, c'est la libération sexuelle. Comment est-ce que cette affaire MeToo, cette affaire Weinstein a changé le regard que vous portez sur ces années 70 à ce niveau-là, au niveau de la libération sexuelle? En fait, mon regard sur la libération sexuelle des années 70 a changé bien avant l'affaire Weinstein. Mais parce que je me suis rendu compte, grâce au mouvement des femmes, on n'a pas parlé de mon propre extrémisme, mais c'est vrai que pendant une petite période qui coïncide à peu près avec la fin, et je le raconte aussi dans le livre, avec la fin de cette période Khmer Rouge, j'ai été assez radicalement féministe, pas tout à fait au point de dire, comme Valérie Solanas, qu'on devrait garder la même proportion de mâles aux femelles que avec les chèvres et les boucs. Un mâle sur 20 femmes, ça serait suffisant, qu'on pourrait éliminer les autres. Mais presque. Et donc, j'étais assez extrémiste. Mais quand même, je me suis dit, on s'est laissé flouer par cette histoire. Les hommes ont beaucoup profité de cette libération par la contraception pour nous imposer des choses. Et c'était plus à la mode de dire non. Donc, on disait oui. C'est pour ça aussi que j'ai écrit un texte dans l'IB qui s'appelle « Les fracassés du oui », parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été fracassées par des oui qu'elles-mêmes ont prononcés. Donc, ce sont des histoires, là aussi, extrêmement complexes. Mais je n'ai pas envie non plus d'être dans la dénonciation des hommes. Voilà. Je pense que les femmes sont très manipulées par les médias. Voilà, c'est une histoire énorme, ce qui se passe entre les garçons et les filles. L'autre soir, je vais raconter une histoire rapidement. Je vous en prie. On doit finir bientôt. J'étais dans le métro à Pigalle et il y a une jeune métisse qui avait un ampli dans le métro. Elle chantait, elle avait une voix divine. Je me suis mise près d'elle, je lui ai donné tout de suite 5 €. Il y a plein d'autres gens qui lui donnaient de l'argent. Et puis il y a 2 jeunes garçons ivres-morts qui sont arrivés en titubant de notre voiture, qui sont etc. Et elle s'est arrêtée net et elle était bouleversée. Elle a dit « Laissez-moi travailler.
j'ai besoin de travailler. J'ai pas où loger. Elle avait la gorge serrée, alors j'avais un long manteau rouge et je me suis levée. Mais ça je crois pour le coup, c'est grâce à l'affaire Weinstein. Puis je suis vieille maintenant, alors je crains plus rien. Alors je me suis mise entre elle et les garçons et j'ai ouvert les bras comme un ange rouge comme ça. J'ai dit laissez-la tranquille, en les regardant dans les yeux, en les foudroyant. Mais alors ensuite, il y a 4 ou 5 autres jeunes femmes qui sont venues me rejoindre et on a fait une sorte de barrière et elle s'est remise à chanter derrière. Et puis eux, ils ont encore crâné 2 secondes, puis ils ont quitté le train. Mais ça, je me suis dit... Je voudrais, avant de vous passer la parole, peut-être que vous voulez en dire un mot, vous lire, je ne spoilerai pas en lisant la dernière phrase du livre, qui est d'une puissance pour vous donner envie, en fait. Et la dernière phrase de Lèvres de pierre, c'est « Mais année après année, elle continuera à torturer et à tuer dans ses livres et à sourire comme si de rien n'était. » Avez-vous des questions ? On a un micro dans la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Nancy Houston? Il nous reste quelques minutes. Des questions peut-être? Non. Sinon, on peut le faire à la table. À la table. Alors Nancy Houston va dédicacer ses livres. Vous pouvez la retrouver à la table. Merci de votre écoute. Merci encore. Merci à vous.